Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute! Bien, merci beaucoup d'être si nombreux, nombreuses pour une nouvelle séquence du Marathon des mots, donc cette année qui est fortement impactée par le joyeux anniversaire des éditions POL, dont nous retrouvons aujourd'hui deux autrices, Madame Julie Wolkenstein, Madame Nathalie Azoulay. On va recevoir peut-être aujourd'hui un peu plus spécifiquement pour leur travail de traductrice, puisque c'est ce que vous êtes venus voir. Dans la brochure, on vous vantait qu'on allait vous donner les secrets d'une bonne traduction. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, jusqu'à donner des secrets. Non, il n'y a peut-être pas de secret, en fait. C'est juste du boulot. Quoi qu'il en soit, et je pense que je ne peux pas faire autrement que de vous poser la question la plus bête, mais la plus évidente, mais peut-être aussi la plus importante. Et à chacune de vous, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à s'attaquer comme ça des œuvres déjà très très connues et d'avoir envie de reproposer une traduction, de reproposer une traduction, tout bêtement. Madame Azoulay. Bonjour. En ce qui me concerne, les circonstances ont joué pas mal. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée de reproposer une traduction de Mrs. Dalloway alors que le confinement venait de tomber et que je me demandais ce que j'allais faire parce que, comme beaucoup de monde, j'étais assez sidérée par la situation et en même temps j'avais envie de travailler, donc j'ai cherché une nouvelle façon de travailler et j'ai relu ce livre et en regardant la traduction qui avait, la dernière traduction à l'époque, je m'étais dit qu'elle était bien, mais qu'il y avait sans doute une autre proposition possible. Il y avait des petites choses qui me posaient des questions. Je m'interrogeais et en fait, je me suis souvenue de deux choses. À la fois que ce livre m'avait beaucoup frappée quand j'étais jeune et que ça avait été une lecture très importante et que je me rendais compte avec le temps que je n'avais absolument pas compris grand-chose à ce livre, mais que malgré tout, il m'avait frappée. Donc ça fait partie de ces lectures de jeunesse dont on retient le choc, mais pas forcément les contenus du choc. Et donc, il y avait cet élément-là. Et le deuxième élément, c'est que, comme par hasard, l'héroïne du livre sortait d'une épidémie qui était celle de la grippe espagnole et était dans une période de convalescence et de retour à la vie. Et je crois que j'ai lu dans cette situation romanesque une façon de vivre notre situation de l'époque et une forme d'espérance, en fait, parce que c'était vraiment renouer avec les sensations vitales les plus élémentaires. Et donc, pour ces deux raisons-là, plus la raison de la traduction que j'avais appréciée d'un œil un peu mitigé, je me suis lancée dans l'aventure grâce à Frédéric Boyer qui m'a encouragée. Je pensais qu'il allait me dire non, c'est pas possible, c'est un monument, etc. Et en fait, il était d'accord. Donc, je me suis lancée dans une aventure énorme qui a duré 1 an, où je me suis bien des fois posé la question de savoir si j'allais continuer. Enfin, c'était un peu décourageant parfois, parce que c'est une œuvre difficile, mais on y reviendra peut-être. Et je ne peux pas faire autrement que vous poser la même question. Bonjour, je réagis juste à ce que vient de dire Nathalie. Frédéric Boyer aurait été malvenu de dissuader Nathalie de s'attaquer à Mrs. Dalloway. Lui-même a retraduit des textes qui sont des monuments aussi, donc on se savait, je pense, protégé de ce genre d'objection. Moi, je dirais comme Nathalie, ma première traduction date de bien avant les confinements. Mais je constate qu'à chaque fois que j'ai eu envie de traduire, c'était dans un moment de ma vie où j'allais très mal. Parce que je pense qu'en effet, c'est quelque chose comme romancière, comme autrice, quand ça va très mal, je suis incapable d'écrire. Mais alors en revanche, la traduction, c'est très très secourable parce qu'il y a un fil comme ça, il y a une feuille de route et c'est très satisfaisant. On enrage aussi parce que c'est souvent difficile, mais on se lève le matin, on a un texte à traduire et c'est quand même très... rassurant. La première fois que j'ai traduit, c'était le roman de Fitzgerald. J'étais en plein divorce, enfin peu importe, c'était les circonstances intimes. La deuxième fois que j'ai traduit, c'était le roman d'Edith Wharton, Is and From. Je venais de me casser la jambe et j'en prenais pour 3 mois d'immobilisation.
Et les deux autres Fitzgerald, surtout le roman Beaux et maudits, c'était aussi pendant le confinement, avec cette idée que tous les projets étaient suspendus, qu'on pouvait à peu près prévoir rien, mais qu'on pouvait prévoir que le lendemain, on se remettrait à sa table et que le texte original serait là pour nous aider. Et comment vous arrivez à gérer, parce que c'est des textes qui étaient déjà très, très fameux, comment vous arrivez à gérer la révérence par rapport à ce qui a déjà été fait, la révérence par rapport au texte lui-même, et vous-même, votre envie, à quel endroit vous sentez comment on fait pour placer le curseur de dire, bon, ben, j'y vais quand même, ça a déjà été fait, mais j'y vais quand même. Qu'est-ce que vous avez eu envie, vous, d'apporter en plus, par exemple ? Pour Gatsby, c'était très particulier, parce que moi, contrairement à Nathalie, qui est parfaitement bilingue et anglophone, et moi, j'ai fait 2 ans d'anglais au collège, donc je suis pas, disons, une grande spécialiste de cette langue. C'est le moins qu'on puisse dire. J'avais beaucoup pratiqué la traduction, plutôt de traduction de textes anciens, latin et grec, et j'avais toujours beaucoup aimé ça. Et puis j'aimais la littérature anglo-saxonne. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne saurais jamais, mais heureusement, quelquefois, on a des coups comme ça, des impulsions très folles. Je devais faire un cours à mes étudiants de master j'avais choisi de faire un cours sur les dénouements, sur comment ça finit, avec il y avait plein de romans différents que j'abordais. Et puis, je me servais d'un livre théorique assez sérieux qui à un moment évoquait les fins, il appelait ça les méditations finales, les romans qui se terminent par une sorte de méditation générale, philosophique. C'était un ouvrage théorique qui ne parlait que de littérature française, et d'une littérature française que moi je connais très mal et que j'apprécie pas forcément, qui étaient des auteurs comme, je vais me faire plein d'ennemis, mais enfin, il parlait beaucoup de Camus, de Malraux, de Sartre, enfin, pas ma bibliothèque de chevet. Et tout à coup, je me suis dit, mais il faut que je leur parle de Gatsby, parce qu'il y a ces dernières lignes dans Gatsby qui sont tout à fait une méditation finale. Et puis, je suis rentrée à Paris, je prends le train pour aller travailler à la fac, je suis rentrée et j'ai repris la très vieille édition, la première traduction de ce roman de Fitzgerald, qui date d'ailleurs de très peu d'années après sa publication en anglais. Et là, pour la première fois, alors que j'avais déjà lu le roman plusieurs fois, toujours en traduction, que j'avais donné des cours sur Fitzgerald et tout ça, je me suis rendu compte que la traduction n'allait vraiment pas du tout. C'est-à-dire que c'était une traduction qui était un mot à mot, pas en plus toujours, enfin si quand même, assez correct, mais enfin c'était un mot à mot. C'était la traduction de Victor Liona, qui d'ailleurs n'était pas, lui, le français n'était pas sa langue maternelle. Et c'est pas grave. C'est-à-dire que le texte de Fitzgerald, il est tellement extraordinaire qu'on pourrait le traduire en manga ça n'a aucune importance. C'est-à-dire ça n'avait jamais nui à ma passion pour le roman. Mais là, simplement, je me suis dit, mais pourquoi on n'en fait pas une nouvelle traduction ? J'ai découvert par la suite qu'il y en avait eu d'ailleurs dans l'intervalle, une de Jacques Tournier et encore une autre. Et puis, peut-être aussi parce que justement, j'allais pas bien et que je me suis dit, ça serait une sorte de bouée. Je me suis dit, il faudrait le retraduire. Et puis dans la seconde suivante, et pourquoi je le ferais pas moi-même ? Ce qui était encore une fois délirant, puisque je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Mais je maîtrise assez bien le français. Or, il s'agit quand même de produire un texte en français. Donc ça, je me disais que je y arriverais. Et puis surtout, j'ai compté sur mes doigts. Fitzgerald était mort en 1940. On était à la fin de l'année 2009, quand j'ai eu ce projet fou. Et ça voulait dire qu'un an plus tard, Fitzgerald tombait, comme on dit, dans le domaine public. C'est-à-dire que 70 ans après sa mort, on pouvait traduire Gatsby sans payer un centime. Je ne sais pas si d'ailleurs Scotty a eu des enfants, s'il y a des héritiers de Fitzgerald, mais enfin c'était gratuit. Et donc je suis allée voir Paul Tchaikovsky-Laurence, je lui ai dit, voilà, je voudrais retraduire Gatsby, et en gros, ça ne va pas coûter trop cher. Voilà. Et ça a marché. C'était un argument de poids. Virginia Woolf, c'est un peu la même chose. Je pense que Frédéric aurait dit non sinon. Donc c'est vrai que le coût de départ est pas très élevé, mais il y a quand même une responsabilité et un défi. Donc faut se montrer à la hauteur de ça. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un peu les traductions précédentes, dont celle qui me précédait, qui était très bien, mais qui était aussi très littérale. Et puis au bout d'un moment, je les ai toutes mises dans un placard et je les ai plus regardées jamais. Parce que surtout les dernières peuvent vous influencer dans la mesure où elles sont écrites quand même dans un français relativement contemporain.
Et c'est très influençant. Donc, alors la première datait de 1929, et elle était écrite dans un style qui était plus du tout praticable aujourd'hui, donc c'était moins dangereux. Et en fait, bon, il y a ce défi de se mesurer aux professionnels, mais c'est pas ça le plus important en fait. Le plus important, c'est de se mesurer à l'auteur. Et ça semble un peu présomptueux, mais c'est vrai que comme l'auteur était importante pour moi, même si finalement j'avais pas énormément compris, mais bon, et que je sentais que j'étais un peu dans un lointain sillage de son travail, j'avais envie de voir ce travail de près en fait, et de le comprendre, et de voir comment il était fabriqué, comment elle avait travaillé son fameux courant de conscience, sa ponctuation, ses glissements de personnages, etc. Et je crois qu'en fait, c'est une vraie école d'écriture, donc c'est une école de lecture. Je crois qu'on ne lit jamais mieux que quand on traduit. Et de même que maintenant, enfin, je comprends Frédéric, moi j'ai envie de traduire dans toutes les langues, mais évidemment, je peux pas, parce que je pratique pas autant de langues que ça. Mais j'ai l'impression que lire sans traduire, maintenant, c'est une sous-lecture, en fait. Donc là, on entre vraiment dans l'intimité de la fabrication et de la sensation et du projet fondamental de l'auteur. Et puis, ça vous donne même une forme de... ça vous rassure, en fait, parce que vous vous rendez compte que, comme n'importe quel auteur, elle a ses faiblesses, elle cherche, elle rate, elle réussit, évidemment, mais il y a des passages qui sont moins réussis que d'autres. Et l'idée, évidemment, c'est à la fois de lui être fidèle, mais aussi de l'attirer vers soi, et de l'attirer vers un univers qu'évidemment elle ne connaît pas, qui est celui d'aujourd'hui, mais de trouver les résonances avec aujourd'hui, parce qu'elle, elle écrit dans une Angleterre des années 20, qui est industrielle, mais au début vraiment du XXe siècle, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec nous. Et pourtant, si. Pourtant, il y a une ville qui a quelque chose à voir avec notre propre situation urbaine et évidemment des tas d'autres choses. Donc, il y a ce rapport intime qu'on tisse avec l'auteur et qui, moi, m'a transformée, en fait. Je crois que le livre que j'ai écrit derrière a gardé la marque de Virginia Woolf. Et je pense que c'est une marque que je vais garder durablement. Le livre que vous avez écrit derrière, c'est Titus n'aimait pas Bérénice ? Non, c'est La fille parfaite. D'accord. Parce qu'en fait, il y a dans Titus n'aimait pas Bérénice, vous vous attachez d'une manière assez explicite à Jean Racine, le traducteur. Racine traducteur, ah oui, mais à Port-Royal, quand il est enfant, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'on leur faisait traduire, parce que la traduction, c'est quand même un bon exercice de langue. Alors l'écrivain affronte une page blanche et le traducteur affronte une page noire, mais le défi est pas aussi fort. Mais c'est quand même un défi formel et intellectuel de taille. Et je comprends bien pourquoi les maîtres de Port-Royal faisaient faire ça aux enfants. Et d'ailleurs, on devrait le faire très tôt à tous les enfants. À n'importe qui parle des rudiments d'une langue étrangère, ça serait vraiment qui a les moyens de comprendre, oui, qui a les moyens d'entendre. C'est beaucoup l'oreille aussi, la traduction. Et quand on traduit, quand on est vraiment près du texte comme ça, vous disiez qu'on voit mieux qu'il y a des passages qui sont moins réussis que d'autres. Vous arrivez à voir des strates, à repérer des choses. Vous avez eu des grosses surprises, vous avez découvert des choses que vous n'aviez pas du tout vues. J'ai compris que le roman, en fait, était tendu vers sa fin et que toute l'histoire de ce roman, c'était la fin. Et d'ailleurs, je l'ai vu après confirmé par le journal de Virginia Woolf. Mais à part les 2 premières pages de démarrage qui sont très belles, après, mais elle patine, elle s'en sort difficilement, en fait, dans toute cette déambulation qui commence dans Londres. Et bon, bah voilà, c'est pas grave, c'est un auteur et elle cherche son chemin. Mais elle finit évidemment par le trouver au bout d'un tiers du livre. Mais le premier tiers, je me disais, oh là là, mais c'est pas si bien que je pensais. Et... Voilà, donc, et là, qu'est-ce que vous faites je respecte, j'essaye je lui donne un coup de main au sens où j'essaye de lui donner une fluidité. Ça a l'air très prétentieux tout ce que je dis, mais je vous assure, c'est un face-à-face en fait avec cet auteur qui se joue dans la traduction, et d'autant plus quand on se sent proche en fait. Moi, je me disais, je suis à son école, elle m'a beaucoup apporté, c'est une femme. Au moment où elle écrit le bouquin, elle est un peu plus jeune que moi, elle a entre 40 et 50 ans. Mais l'héroïne qu'elle met en scène à mon âge. Et je me sens presque sur un pied d'égalité, et j'en profite en fait. Et je pense que c'est profitable au travail.
Ça paraît difficile de traduire Virginia Woolf sans avoir une espèce d'intimité avec elle. Et vous, Julie, vous avez eu des surprises de cet ordre en vous attaquant D'abord, j'aurais souligné qu'il y a plus de points communs qu'on ne pense entre Virginia Woolf et Fitzgerald. Oui. Et pas seulement parce qu'ils écrivent à peu près dans la même période, mais parce qu'ils saisissent tous les deux, à leur début, ce que seront effectivement nos vies et nos villes surtout. Il y a des coïncidences frappantes entre Mrs. Dalloway et Gatsby, notamment la présence de la publicité dans la ville et aux abords de la ville. Il y a une scène comme ça au début de Mrs. Dalloway avec un avion publicitaire qui dessine des lettres dans le ciel. Et il y a, pour ceux qui connaissent Gatsby, évidemment la fameuse pancarte qui a fait la promotion d'un ophtalmo ou d'un opticien, et avec les lunettes comme ça maintenant je m'en souviens plus par cœur, du docteur Eichelbourg qui surmonte comme ça le paysage. Donc il y a en fait une affinité, même si je ne crois pas que ce soit lu l'un l'autre, mais en fait une affinité qui est une proximité avec l'univers que nous connaissons et qui tient sans doute à la forme de capacité qu'ont les écrivains, les romanciers, de saisir quelque chose qui est en train d'advenir et qui va ensuite se confirmer. Quant au défaut de l'écriture de Fitzgerald, comme j'ai commencé par Gatsby, c'est un roman parfait. Alors là, vraiment, bon, je sais pas, peut-être quelqu'un pourrait trouver une phrase plus faible qu'une autre, mais alors, il est très court d'ailleurs, hein, ça serait embêtant s'il y avait des passages où il patine, parce que ça fait 170 pages, mais c'est une sorte de roman parfait. Voilà, complètement, formellement, et donc, j'ai pas eu ce sentiment, j'ai en effet eu le sentiment qu'il fallait que je restitue le mieux possible ce que moi j'entendais du texte, qui n'est peut-être pas ce qu'un autre traducteur ou une autre traductrice entendrait, mais je pensais, quand tu parlais de l'enseignement de la traduction aux jeunes enfants, moi, je me souviens d'un prof de prépa qui nous avait dit une fois, j'apprends beaucoup mieux, il nous enseignait à la fois le français et le latin, et la littérature française et le latin, il a dit, j'apprends beaucoup plus de choses sur vous dans vos versions latines que dans vos dissertations. Et il était un peu dingue, on avait trouvé ça bizarre, mais en fait, je pense qu'il avait profondément raison, que chaque choix de traduction révèle quelque chose de la sensibilité, de la compréhension et de la position où se trouve le traducteur traductrice par rapport au texte. Mais il se trouve que j'ai traduit d'autres romans de Fitzgerald après, et en fait, il y a des moments, surtout sur ces romans beaucoup plus longs, comme Tendre et la nuit ou Bosé maudit, où effectivement, alors on ne comprend rien. Et on a beau, parce que moi, comme Nathalie, quand je comprenais rien, quelquefois j'allais regarder ce que faisait la Pléiade, parce que la Pléiade, ils comprennent tout. C'est pas toujours très littéraire, hein, c'est pas toujours très agréable à lire les traductions de la Pléiade, mais c'est parfaitement correct. Et même en lisant la Pléiade, clairement, les traducteurs de la Pléiade n'avaient rien compris non plus. Et ça tient à quelque chose qui m'est fort sympathique chez Fitzgerald, et que vous savez sans doute aussi bien que moi, c'est qu'il était très alcoolique, et qu'il y a beaucoup de passages qui sont écrits où il est ivre-mort, mais c'est très beau quand même, hein, c'est simplement, faut pas chercher trop à comprendre, c'est-à-dire là, quelque chose dérape, et même quand il se relit, il est pas forcément à jeun non plus, donc ça reste comme ça. Puis c'est une époque où en plus, lui, souvent, il écrivait, et il était en Europe, il envoyait les manuscrits à son éditeur à New York, et puis il n'y avait pas les jeux d'épreuves, tout ça reste finalement dans l'édition définitive. Mais moi, je trouve ça très, très sympathique, et c'est souvent des passages qui sont très beaux. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien que c'est défaillant. Et la même question secondaire. J'en profite pour vous demander, parce que moi je suis addict à cet objet, s'il y a des objections majeures dans la salle à ce que je tire dessus. Non ? Merci. Je voulais vous faire la même question secondaire. En fait, quand vous repérez une pièce, un truc qui ne va pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous filez un coup de main, vous rabotez, vous refaites les joints, ou vous le laissez comme ça ? Je fais avec. Et alors, il faut dire, bon, c'est pas uniquement l'ébriété, enfin, c'est pas uniquement l'ivresse qui... Fitzgerald, mais on pourrait probablement dire la même chose de Woolf, je parle sous le contrôle de Nathalie. On est quand même très souvent à la lisière de la narration et de la poésie. Enfin, s'il y a quelque chose qui s'apparente au récit poétique, c'est bien, et c'est vrai de Fitzgerald aussi. Et donc, il y a souvent, y compris dans Gatsby, des moments où le sens n'est pas d'abord, il n'y a pas qu'un seul sens, il n'est pas clair, il n'est pas. Et moi, j'essayais de respecter cette sorte d'opacité ou de complexité de l'image. C'est souvent des associations d'images qui peuvent paraître
très farfelues et qui tiennent quelquefois au romantisme incurable du personnage de Gatsby, mais pas toujours. Et je faisais avec, c'est-à-dire j'essayais de conserver, je n'essayais pas d'expliciter en français, d'en faire une image qui veuille vraiment dire quelque chose et n'en dire qu'une. Je pense que tu as eu un peu peut-être j'allais dire problème, non, parce que c'est assez excitant. Oui, c'est assez excitant. En fait, les passages très poétiques de Woolf, alors ils étaient parfois un peu abscons et ils m'ont donné du fil à retordre, mais en fait, c'est pas ceux-là qui m'ont gêné. En fait, ceux qui m'ont gêné, ce sont les plus narratifs. Mais je pense qu'elle était moins forte en narration. Et notamment au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand elle commence à marcher dans Londres, elle croise beaucoup de monde, y compris des gens qu'elle ne connaît pas. Et elle les nomme tous. Et en fait, ils n'apparaissent qu'une fois. Et on se demande s'ils vont revenir. Et en fait, ils n'ont pas beaucoup d'importance. Et elle leur consacre du temps. Et je me dis que là, si elle avait été relue par un éditeur autre que son mari, peut-être qu'il lui aurait fait enlever des choses au début. Et on sent qu'elle a du mal à choisir les figurants, en fait, parce que ce sont des figurants qu'elle présente comme des personnages. Donc il y a un dosage et un réglage qui n'est pas tout à fait au point. Mais en fait, je l'ai laissé parce que je ne peux pas, rayer et dire voilà. Donc, vous vous souvenez de ces passages ? Oui, je me souviens. J'essaie de me souvenir si cette quantité, cette abondance de second rôle ou de figurants diminue au fil du roman. Oui, oui, diminue, mais je pense que justement, il y a eu un problème au démarrage. Et c'est la scène de l'avion, c'est-à-dire qu'il y a tous ces gens qui sont au sol et qui regardent l'avion passer, qui se demandent ce que c'est, etc. Et honnêtement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les spécifier autant qu'elle le fait. Alors, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être votre bon goût, votre intuition, mais je trouve que ça... parce que quand même, à l'époque, Virginia Woolf est en train d'inventer quelque chose. C'est ce que vous dites dans la préface. Quoi. C'est bon, Virginia, on l'a déjà vu, on a compris, c'est pas la peine... Mais si, en fait, elle est en train d'inventer une forme qui maintenant ne nous surprend plus, parce qu'elle s'est installée. Et et du coup, je trouve que justement, ces personnages trop nombreux, ça fait partie... c'est pas pire que les équilibrations, les images chez Fitzgerald qui sont parfois complètement baroques, surréalistes, où il y a des métaphores qui sont vraiment très, très, très bizarres. Et oui, mais ce que vous dites... un marqueur de modernité. Non, parce que justement, volontaire. En fait, ce qu'elle fait très, très bien, c'est glisser d'un point de vue à l'autre en mettant ces personnages comme ça, très furtivement, mais vraiment comme sur une patinoire. D'ailleurs, c'est une image qui est dans le livre. Alors que là, elle s'attarde et elle va à la ligne et il y a des paragraphes sur chaque personnage et on sent qu'elle est prisonnière d'un truc un peu classique et traditionnel et que ça va pas avec le tempo qu'elle donne à son livre. Mais bon, c'est quelques pages, c'est 5 pages. En tout cas, ça démontre bien qu'il faut une sacrée intimité avec le texte pour arriver à le traduire correctement. On l'acquiert en fait, au fur et à mesure du travail. Et justement, quand chez Fitzgerald aussi, il y a un côté inouï quand même. C'est inouï au sens strict du terme. C'est une prose comme on n'en avait pas beaucoup vu avant aux USA. À mon avis. Alors moi, ma référence, l'auteur américain que je connaissais, que je fréquentais le plus avant de traduire Fitzgerald, c'est Henry James. Alors c'est vrai que par rapport à Henry James, c'est très très différent, même si il y a aussi, c'est pas forcément ça qu'on retient de Fitzgerald, mais il y a aussi un côté expérimentation formelle chez Fitzgerald. Gatsby, c'est un roman qui est très 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 bien fait, et très... Alors il dit qu'il s'inspire de Conrad, mais voilà, c'est ce point de vue comme ça secondaire et cette manière toujours indirecte d'accéder à l'intrigue, à la grande histoire d'amour qui est évidemment pas une grande histoire d'amour de Gatsby et de Daisy. Et tout ce qu'il fait à la fin avec la partie qui est presque un thriller policier. Moi, c'est ça que peut-être j'avais moins compris, moins apprécié quand je le lisais, c'est qu'il s'inspire du roman noir aussi, naissant aux États-Unis, c'est-à-dire cette espèce de violence un peu absurde qui se déchaîne dans l'avant-dernier chapitre. Tout ça, il mélange en fait quelque chose de très classique, de très romantique, avec des références notamment à Keats, qui est son poète préféré, et puis des choses beaucoup plus contemporaines sur les voitures, les meurtres, la mafia, parce que Gatsby c'était quand même un mafieux, et tout ça fait que c'est aussi une expérimentation. Alors peut-être il est moins repéré et connu comme ça que Woolf, mais
Mais il y a de ça aussi. Il y a en tout cas, d'une manière patente, un vent de liberté qui souffle, quoi. Une manière anticonventionnelle, je sais pas comment on dit, non conventionnelle, de raconter des choses qui n'ont pas lieu d'être racontées. Il y a cette différence aussi par rapport à Woolf, que Fitzgerald, il a commencé à écrire, à publier très très jeune. Gatsby, c'est son 3e roman, mais il commence par un roman qui est vraiment un roman générationnel, qui est un énorme succès, parce que tous les jeunes Américains de son âge attendaient probablement qu'on parle d'eux et de leur surprise party et de leurs amours adolescentes dans un roman écrit par un de leurs contemporains. Et ça lui a d'ailleurs un peu collé à la peau après comme image. Mais c'est des écrivains qui n'ont pas du tout produit à la même période de leur vie. Fitzgerald, il est mort à 44 ans et il avait pas vraiment cessé d'écrire, mais enfin oui, c'est la grande partie, la majeure partie de sa production, c'est entre 22 et 35 ans, quoi. Et puisqu'on est là pour obtenir vos secrets, des secrets pour la bonne traduction, justement, ce côté inouï, ce côté novateur, le fait qu'on n'avait pas fait du Virginia Woolf avant Virginia Woolf, on n'avait pas fait du Fitzgerald avant Fitzgerald, comment on peut, puisque dans la traduction, il y a cette idée aussi de quelque part de rajeunir les textes, de les apporter dans une langue plus fraîche, plus... est-ce que c'est quelque chose qu'on va perdre définitivement, le fait que à l'époque, ça n'avait pas été entendu auparavant? Est-ce qu'on peut le traduire, ça? Alors c'est vrai que notre oreille et notre œil sont habitués à lire une narration traversée de poésie qui va vite, qui change de point de vue. On a assimilé tout ça de manière plus... presque, ça fait partie de nos habitudes de lecture, et c'est vrai qu'dans les années 20, c'était pas encore le cas. Et d'ailleurs, Woolf, elle prend un peu son lecteur par la main, parce qu'elle le plonge pas tout de suite dans le grand bain, elle le guide un peu, et justement dans ses passages, mais même tout du long, et même quand ça devient beaucoup plus fluide et rapide, elle donne quelques indices et quelques balises pour que le lecteur ne soit pas perdu. Alors, est-ce qu'on l'entend aujourd'hui comme on l'a entendu? Sans doute pas. Mais ça fait partie de l'histoire de la littérature que de perdre un peu l'oreille, je pense. Et peut-être que la traduction, ça a ce mérite-là, parce que pour une Mrs. Dalloway en anglais, nous, on en a 4 en français, et donc à 4 périodes différentes, et tant mieux pour elle, parce que on la réadapte au goût du jour. Moi, je suis assez mal placée pour dire de quelle manière je l'ai amené au goût du jour, parce que j'ai fait avec mon oreille, avec mon univers à moi, mais je ne sais pas si c'était mon seul souci. Je crois que mon souci fondamental, c'était d'entendre la naissance de ce courant de conscience, en fait, dont j'avais tellement entendu parler, qui m'avait tellement influencé, qui fait encore une fois partie de nous aujourd'hui, mais j'avais envie de voir et de saisir l'émergence de ce phénomène. D'abord, moi, je voudrais vous reprendre. Je ne crois pas, et je ne sais pas si tu serais d'accord, mais qu'on puisse parler de la bonne traduction. Et d'ailleurs, même celles que moi j'ai faites, les plus anciennes, je me dis que si je les refaisais aujourd'hui, j'en ferais probablement une différente. Parce que j'ai changé, et puis parce qu'on n'est jamais satisfait. Moi, c'est l'expérience que j'ai de la traduction, c'est que on se dit qu'on pourrait faire mieux. Enfin, il y a une forme de frustration qui fait que... Donc c'est pas la bonne traduction, c'est la traduction qu'on est capable soit de proposer à un moment donné, et qui, alors je sais pas si c'est vrai pour Woolf, pour Fitzgerald, ce qui est frappant, c'est que l'anglais, l'américain en l'occurrence des années 20, est très très proche de l'américain d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est pas tellement changé, alors que le français a sans doute plus changé. Et donc la traduction, c'est pas qu'elle est au goût du jour, c'est que l'exemple que j'ai donné chaque fois qu'on m'agressait, quelquefois assez violemment, sur ma traduction de Gatsby, dont j'avais l'impression qu'elle était pourtant d'une révérence et d'un respect absolu, l'exemple que je donnais, c'est que bon, tant pis, je spoil, si vous n'avez pas lu Gatsby, tant pis pour vous. On le comprend à peu près dès la première page, donc c'est pas grave. Mais donc Gatsby meurt à la fin, à un moment donné, et à son enterrement, il y a quasiment personne, même s'il a eu à un moment plein d'invités qui venaient à ses fêtes. À son enterrement, il y a presque personne en dehors du narrateur. Mais il y en a un qui arrive quand même un peu en retard et qui se présente devant la tombe.
et qui dit en anglais, et pardonnez-moi, j'ai donc précisé que je n'avais fait que 2 ans d'anglais au collège, j'ai un accent pitoyable que je vous prie d'excuser. L'invité en question, enfin le seul qui s'est dérangé, prononce cette phrase « Paul, son of a bitch ». Bon. Alors, dans la traduction de Victor Liona, celle qui date donc de quelques mois, quelques années, très très peu de temps après la publication du texte de Fitzgerald, on lit « pauvre bougre ». Bon. Moi, j'étais une lectrice très, disons, soumise et je me posais très peu de questions quand j'étais adolescente. Et donc, quand j'ai découvert le texte, ça me paraissait parfaitement normal qu'on dise pauvre bougre. C'était dans les années 20, autant dire la préhistoire. Bon, aujourd'hui, quand je retombe sur cette phrase « Poor son of a bitch », en fait, comme je parle pas très bien anglais, j'ai déjà expliqué, je traduis bêtement par pauvre fils de pute. Et heureusement, un ami qui est meilleur angliciste que moi me dit non, fils de pute, c'est plus violent en français que son of a bitch en anglais. Donc j'ai un tout petit peu tempéré et j'ai mis pauvre enfoiré ou un truc comme ça qui était moins violent, moins désagréable. Mais donc, traduire aujourd'hui pauvre enfoiré, enfin aujourd'hui c'était il y a déjà 13 ans, en fait dans 15 ans il faudra trouver autre chose, parce qu'on dira sans doute plus enfoiré en français, mais bougre, je me dis, un lecteur des années 2010, un jeune lecteur qui tombe sur Gatsby, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc poussiéreux, quoi. Alors qu'en anglais c'est person of a bitch, voilà, ça a moins vieilli. Et qu'en fait, en 1929, c'était probablement une traduction tout à fait adaptée que de dire pauvre bougre sur le cercueil d'un mec qu'on enterrait tout seul. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, bougre, enfin, vous, je sais pas, mais moi, alors mes enfants encore plus. Oui, si, on sait ce que ça veut dire, mais enfin, ça fait un peu châtier, un peu désuet. Traduire, c'est opérer des choix tout le temps. C'est se repérer dans une épaisseur de texte, dire tiens, je vais tailler par là, je vais tailler par ci, je vais prendre mon chemin de là. Vous le faites comment, à l'instinct? Vous avez un chemin que vous vous êtes donné pour traverser tout le roman, ou c'est vraiment à chaque phrase que vous reposez la question? Non, c'est vraiment à chaque phrase. C'est un arbitrage ligne à ligne. Et en fait, l'arbitrage se fait entre le sens et le son. Enfin, en tout cas, pour Woolf, c'est très important parce que c'est une langue musicale. Et comme en plus, elle est prise dans les bruits de la ville, il y a un travail de mixage sonore qui est très fort dans le roman. Et moi, j'arbitrais souvent entre le sens précis, enfin, littéral, et le nombre de syllabes, par exemple. Donc, si j'avais le choix entre un mot de 2 syllabes qui correspondait à un mot de 2 syllabes en anglais, mais dont le sens n'était pas exactement le même, etc., je pouvais choisir un sens un tout petit peu dévié pour choisir, pour privilégier le rythme. Donc ça, c'est des arbitrages que j'ai fait constamment. Pareil. Oui. Moi, j'avais des principes très simples, en plus très empiriques et un peu de grande débutante, parce que c'était peut-être le nombre de syllabes, c'était aussi l'ordre des propositions dans la phrase. C'est-à-dire, moi, j'essayais d'être la plus fidèle possible à l'ordre des propositions dans la phrase. Et d'abord, à la phrase, parce qu'il y a des traductions qui coupent la phrase anglaise en 2, ou qui, au contraire, réunissent plusieurs phrases en une seule. Enfin, pour moi, c'est une séquence... j'aurais beaucoup de mal à y toucher. Je trouve que ça fait vraiment partie de l'écriture de l'auteur qu'on traduit. Mais en effet, quelquefois, pour que ça colle, il fallait un peu, pas trahir, mais tourner les choses un tout petit peu différemment, mais en étant fidèle à autre chose à ce moment-là que peut-être la parfaite adéquation du sens, qui de toute façon n'est pas garantie, parce que c'est ça qui est très... Je disais, c'est frustrant et on n'est pas satisfait de la traduction qu'on propose. Enfin, on n'est jamais assez satisfait parce que, oui, il y a des termes qui n'ont pas leur parfait équivalent en français. Donc, le français vous paraît très pauvre quand on traduit des auteurs comme ça. Et vous avez besoin au préalable d'une grande affinité avec le texte, avec l'auteur ou avec l'autrice pour vous jeter là-dedans. Dans ce cas-là, j'ai bien compris que pour vous, oui.
pour ce qui est de Virginia Woolf. Pour vous, Julie, c'était un peu une rencontre de circonstances Alors oui et non, parce que si j'avais tout de suite eu l'idée de parler de Gatsby à mes étudiants, c'est que c'est un de mes romans préférés, Oui, c'est vrai. peut-être des 2 ou 3 romans que je préfère et que j'admire le plus, mais ça m'a donné en effet après une affinité encore plus grande. Enfin oui, cette intimité dont parlait Nathalie, il n'y a que la traduction qui peut la donner. Donc oui, ça partait d'une... Et puis c'est pas un hasard si après j'en ai traduit 2 autres, des romans de Fitzgerald, et puis 3 nouvelles, et puis bon, voilà, je crois que je pourrais encore... Je pourrais encore... Il n'y a pas beaucoup écrit, parce que, encore une fois, il est mort jeune. Et puis après, Edith Wharton, c'était une grande aussi, une grande admiration, et un goût de lectrice pour ces romans. Et celui que j'ai traduit, il est particulièrement magnifique et moins connu que ces romans mondains, que les romans qui se passent dans la haute société new-yorkaise. Et c'est un petit livre court et d'une violence, une histoire d'amour absolument tragique. Alors là, si vous ne l'avez pas lu, je ne vous dis rien. Et je vous en recommande profondément la lecture. En plus, c'est un très joli objet, d'ailleurs dans la même collection que le Mrs. Dalloway de Nathalie, c'est-à-dire cette collection semi-poche, mais qui a une poche très très... C'est du joli poche. Très très joli, avec quand même le papier est beau, la couverture est hyper soignée. Enfin, c'est un objet, voilà, et qui, je crois, je ne sais pas comment ça s'est passé aux Ombres Blanches, mais a rencontré et continue d'avoir un grand succès parce que c'est un livre vraiment magique. Bon. Et puis là, récemment, on m'a commandé une retraduction d'une nouvelle de James que j'aime beaucoup. Là, je vais encore dire le titre en anglais. The Figure in the Carpet. Et j'y vais carrément, je fais Maurice Chevalier, parce que c'est même pas la peine d'essayer de faire mieux. Donc, The Figure in the Carpet, c'était ma première expérience vraiment de traduction d'une nouvelle de James. Et j'aime beaucoup James. Et cette nouvelle en particulier. Et là, je me suis vraiment arraché les cheveux. C'est horrible, James. C'est vraiment très, très dur. Sur le Tour d'écrou, vous avez dû suer aussi, non? Mais je l'ai pas retraduit. J'ai fait que la présentation. Ah oui, non, ça c'est la première fois que je traduisais. Mais c'était une proposition, comme on dit dans la mafia, qu'on m'a faite que je ne pouvais pas refuser parce que c'est des amis qui ont une maison d'édition spécialisée dans la nouvelle et qui ont fait les meilleures nouvelles de Fitzgerald, les meilleures nouvelles de Virginia Woolf d'ailleurs. Et là, ils préparaient les meilleures nouvelles de James. Et ils avaient personne pour traduire The Figure in the Carpet. Alors j'ai dit mais alors si je refuse, il y aura pas cette nouvelle dans le recueil? Ils m'ont dit non. Ah bah j'ai dit non, là, ça c'est pas possible. Un recueil, une anthologie des meilleures nouvelles de James sans celle-là. D'accord, j'y vais. Et là, je me suis vraiment arraché les cheveux parce que James, alors lui c'est diabolique. C'est-à-dire, c'est pas que on peut pas traduire le mot dans son équivalent français. C'est que le mot en anglais est tellement vague exprès. C'est-à-dire, il prend des mots qui sont tellement qui peuvent renvoyer à 12 sens différents, et quand on traduit, on est bien obligé d'en choisir un. Et ça, c'est là que ça devient intéressant. Vous faites comment ouais, allez-y. Non, c'est une torture. Mais non, c'est passionnant, mais voilà, il vous retire le tapis sous le pied, c'est le cas de le dire, tout le temps. Et Nathalie, comment le projet sur Déborah Lévy, c'est venu d'où? En fait, quand j'ai ouvert le recueil, j'ai dit ah bah oui, c'est vrai, c'est du Woolf, quoi. C'est une autre forme de Woolfisme. Ouais, en tout cas, c'est une anglaise. Il y a un héritage. Oui, mais ça, c'est plutôt une rencontre parce que j'ai été amenée à la rencontrer et on est devenus assez proches. Et donc, quand elle a eu ce projet de traduction en France, sa traductrice habituelle était prise. Et donc, ils m'ont proposé de traduire cet ouvrage qui était pas paru en anglais, qui est paru directement en français. Mais en fait, je crois que j'aime l'Angleterre, donc j'aime les Anglaises. Et c'était un peu le défi de me plonger dans cet univers de Déborah que j'aime beaucoup, enfin que j'avais découverte il y a quelque temps. Et là, je remontais à la source parce qu'elle raconte ses lectures de jeunesse, ses influences de jeunesse. Elle parle d'auteurs que je ne connaissais pas du tout. Et donc il y avait une manière pour moi de me renseigner et sur elle et sur son écriture, et j'ai compris aussi beaucoup de choses sur son écriture, surtout le rapport au surréalisme que j'avais pas perçu, et sur la fantaisie qu'elle travaille et ce sens qu'elle a et de l'ironie et du cafouillage qu'on sent très bien dans sa trilogie et qui font son charme d'ailleurs.
Et donc, ça a été très agréable pour moi de faire ce travail, qui n'était pas hyper ambitieux parce que c'est un petit livre. Et puis, c'est pas un roman et c'est plein d'articles différents. Mais c'était passionnant. Et de le faire avec elle, parce que j'ai pu l'interroger alors que Woolf, je ne pouvais pas l'interroger. C'est plus compliqué, ouais. Et la traduction, c'est quand même... C'est idiot, c'est une tautologie, mais la traduction, c'est une activité très romanesque, en fait. Il y a vraiment quelque chose... Enfin, bon, vous utilisez les cours de traduction de Racine pour faire avancer... Titus n'avait pas Bérénice, vous avez convoqué la figure de Racine traducteur, mais il y a aussi d'autres fois où la traduction intervient dans des romans. C'est l'objet, la traduction en elle-même, c'est l'objet d'une fascination pour vous. C'est une enquête de langue, en fait, sur la langue. Et vous ne pouvez pas savoir le repos que c'est pour un écrivain de traduire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est beaucoup de travail et beaucoup de fatigue, mais le bateau est prêt tous les matins, vous n'avez pas à monter les voiles, etc. Il est prêt, en fait. Et donc... ça correspond bien à l'obsession de l'écriture, parce que c'est obsessionnel, la traduction. Ça réveille même plus la nuit que l'écriture. Et en même temps, c'est comme un tricot, c'est-à-dire que vous faites votre nombre de pages par jour, c'est cadré, c'est bordé. Voilà, la responsabilité est plus grande parce que vous la devez à quelqu'un et pas seulement à vous-même. Mais moi, j'aime bien traduire entre des livres parce que ça me repose. Et en même temps, j'ai le sentiment de continuer à travailler et à chercher. C'est comme faire des puzzles un peu. Oui, la langue en plus, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une activité de langue. Vous, Julie ? Pareil, ça réveille la nuit, c'est vrai. Enfin, ça empêche de dormir. On se torture. J'ai oublié sur quel ou tel passage. Mais effectivement, et quelquefois, au milieu de la nuit, on a une idée qui n'est pas forcément très bonne d'ailleurs. Mais oui, c'est complètement obsessionnel oui, on entre dans une espèce, mais c'est ça qui est très confortable aussi, c'est qu'on entre dans une espèce de tunnel comme ça, mais enfin de tunnel charmant, mais enfin où on est. Moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, voilà, mais beaucoup plus que pour mes livres. Oui, c'était effectivement des périodes où je ne faisais que ça. Je me souviens de mon fils aîné me voyant en rentrant de fête à 3h du matin devant mon ordinateur avec un cendrier, je fumais à l'époque, débordant à côté. Et il ne m'avait jamais vu comme ça, ni pour préparer des cours, ni pour écrire un de mes romans. Ouais. Vous voyez le moment où des textes du XVIIe, du XVIIIe siècle français vont devoir être traduits comme on a pu traduire Montaigne, comme on a pu traduire... Translater, ça Translater, s'appelle. voilà. Est-ce que vous le voyez arriver, ce moment, pour des textes plus récents ? Est-ce que vous prêteriez un exercice de ce genre ? Je suis en train de réfléchir au texte du 17e. 18e, je pense pas. Je pense qu'on est encore un peu à l'abri. Le 17e, ça se pose. Quand on voit les lycéens, etc., face au 17e, c'est un peu dur. Les présidents de la République aussi. Oui, mais bon, il n'y en a qu'un, alors que les lycéens, il y en a beaucoup. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question, mais en même temps, traduire Racine, par exemple, ça n'a aucun sens. Donc déjà, tout ce qui est versifié, ça me paraît impossible. Et pour ce qui est de la prose, je ne sais pas. Il n'est pas encore temps, alors. Il n'est pas encore temps. Non, mais peut-être, je ne sais pas translater. si par exemple Pascal, c'est incompréhensible pour l'avenir, ou Madame de Lafayette, je ne sais pas, je ne me rends pas compte. Je pensais à Madame de Lafayette, certains dans l'assistance ont compris l'allusion, mais il me semble que ça, c'est vraiment... c'est pour ça que cette plainte de notre ancien président était particulièrement étrange. C'est que je trouve que c'est assez facile à lire, en fait. Ah non, c'est pas facile. Ah bon. Et d'ailleurs, il a dit que s'il avait été aussi oui, hostile, c'est qu'il avait peiné, souffert. Il avait souffert. Non, la grammaire est difficile, la syntaxe est difficile, mais si on aplatit la syntaxe et si on la fluidifie, on perd l'œuvre. Oui. Tout repose sur l'articulation hyper sophistiquée de ce texte. Donc, enfin, le vocabulaire est très simple. Oui, c'est la grammaire en fait. Donc, et elle est difficile parce qu'il y a des doubles négations, donc les élèves s'arrachent les cheveux, ils comprennent rien. Et il n'y a pas que les élèves d'ailleurs. Et donc, mais en même temps, si vous simplifiez la grammaire, il n'y a plus d'œuvre parce que tout est sur la délibération et la complexité morale et cérébrale de cette héroïne. Donc, il n'y a pas lieu. On Pour espère l'instant, que non.
On atteint les 3/4 d'heure, donc si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Je me tiens prêt à vous prêter un micro si vous voulez poser des questions à Julie Wolkenstein ou à Nathalie Azoulay. Ok. Non ? Vous vous sentez un peu, alors je dis ça en présence de Frédéric Boyer, vous vous sentez un peu éditrice quand vous traduisez, vous avez quelque chose du même rapport qu'il peut y avoir entre l'auteur et l'éditeur, entre l'auteur et sa traductrice. C'est ce que je disais tout à l'heure, comment quand vous repérez quelque chose qui ne va pas très bien, jusqu'à quel point vous vous autorisez à intervenir dans le texte pour rattraper un truc. Non, mais pas... ça va pas très loin en fait, parce que on ne peut pas quand même, on est obligé de... Enfin, moi je me sentais un peu obligée de respecter le matériau, et ce que j'ai fait, c'est des petits aménagements de ponctuation, de pronoms, de choses comme ça, mais beaucoup de ponctuation à vrai dire. Et pour le reste, je crois pas, parce que je crois qu'on est quand même immergé dans le texte, et que le meilleur rapport, enfin le rapport éditorial, il demande de la distance, et qu'on la perd au fur et à mesure. Donc on a quand même besoin d'un éditeur pour couronner le tout et pour vérifier et contrôler. Donc non, on a quand même le nez dans le guidon tout du long. Donc je me souviens pas très précisément des aménagements que j'ai pu faire, mais je crois pas que j'ai fait des coupes de certains passages que je trouvais moins réussis ou... Non, je crois que j'ai quand même respecté en fluidifiant autant que possible, sans choquer la responsabilité, enfin sans me détourner de la responsabilité que j'avais vis-à-vis de l'auteur. Mais non, voilà, j'étais pas éditeur, je crois pas. Moi, j'étais sûrement pas éditrice non plus, mais je voudrais juste rappeler que pour ce qui est de la traduction en français, on revient de loin, parce que quand tu parlais de coupe, il y a des romans de Fitzgerald, je pense à Tendre et la nuit dans sa première traduction, où ça c'est sidérant. C'est une femme, j'ai oublié son nom, qui a traduit la première Tendre et la nuit. Quand elle comprend pas, elle coupe. Et donc dès qu'il y a une difficulté, la phrase saute tout simplement. Et ça, c'est vrai que c'est une tradition française d'avoir pas très bien traduit les textes étrangers. C'est une tradition française de payer très mal les traducteurs. Hein, et c'est encore vrai. Et c'est encore vrai d'auteurs qui pourtant font de... Je suis désolée, hein, je vais balancer. Mais je vais balancer sans donner trop de manière la plus... disons... elliptique possible. Par exemple, il y a une romancière italienne qui a publié il y a quelques années une saga en 4 volumes. C'est très elliptique. Non, mais comme ça, je ne dis ni pas le nom, ni l'éditeur, ni... Bon. Le 4e volume de cette saga, je pense que tout le monde savait on en vendrait de cette traduction des centaines de milliers d'exemplaires. Donc on aurait peut-être pu, me semble-t-il, moi je ne parle pas l'italien, mais enfin je le voyais en lisant, qu'il y avait vraiment des phrases qui ne voulaient rien dire. Et je trouve que c'est regrettable. Quand on publie pour la première fois un auteur étranger, c'est un peu casse-gueule, il y a des risques financiers, peut-être on est plus négligent. Mais enfin là c'était scandaleux de mon point de vue de ne pas avoir fait plus d'efforts pour que la traduction soit à la hauteur du texte original. Parce que voilà, c'était comment dire, c'était du gâteau, quoi. Il n'y avait pas d'enjeu, ils auraient pu se donner un peu plus de mal. Donc voilà, la traduction en français, c'est malheureusement, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays. Moi, je suis très peu, voire pas traduite à l'étranger, donc je ne sais pas. Mais on est particulièrement mal loti, il faut quand même. Il y a des pays où c'est encore moins payé qu'en France. Ah ouais. Ouais. En Italie, typiquement, oui. Mais en Italie, enfin, moi j'ai un bouquin qui vient de paraître, ils mettent même pas le nom de la traductrice dans le bouquin. Vous avez dit que quand vous avez traduit Mrs. Dalloway, vous étiez un peu à l'école, que vous avez beaucoup appris en traduisant. Et c'est la fille parfaite que vous... C'est comment que vous pensez que vous avez écrit ce livre autrement et ont lu et ont fait le travail de traduction, et de quelle manière? Alors à plusieurs niveaux. D'abord, je crois que j'étais très imprégnée de l'Angleterre et de l'époque de Virginia Woolf.
du campus de Cambridge, où elle n'était pas étudiante, mais où ses frères étudiaient et qu'elle a beaucoup fréquenté indirectement, et de ce milieu qui est le Bloomsbury Group, et où coexistent des auteurs, des poètes, des historiens d'art, des scientifiques, et ce mélange des disciplines m'a beaucoup influencé. En fait, mon livre sur la fille parfaite, traite beaucoup de tout ça. Donc je pense qu'il y avait à la fois le contexte culturel de Woolf, l'époque, et puis après, plus précisément dans le style, je pense que mon roman a profité de sa vitesse, en fait. Et donc que le tempo qu'elle donne à cette marche dans l'ombre de son héroïne, qui est quand même assez vif, et assez glissements de point de vue et à ces courants de conscience, je pense que je les ai travaillés à ma manière dans La fille parfaite, mais qu'ils me venaient directement de ma traduction. Donc, il me semble que j'ai à la fois profité d'elle sur le plan du contenu, enfin des enjeux, je dirais, thématiques, et puis du style du roman qui lui doit beaucoup. Mais de même que Déborah Lévy m'a apporté des choses là pour le prochain bouquin. Et mais je sais pas, je crois qu'il y a un mimétisme, une imprégnation, une complicité et puis un apprentissage. En fait, moi, j'apprends des autres et c'est très agréable après de se réapproprier les choses, de les faire à sa manière, mais de les avoir observées en action et de les avoir évaluées. Vous allez piquer des outils chez les autrices. Ouais, je vais piquer des outils chez Déborah, je lui ai dit d'ailleurs. Vous avez des Himalayas devant vous, des projets que vous me dites je me le sens pas, mais je le ferai bien aussi en traduction, oui. Non, je n'ai pensé à rien en fait, parce que c'est un peu les circonstances et le hasard. Mais j'aimerais bien trouver des monuments à escalader. Oui, moi aussi, c'était toujours une question de circonstances. Et pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, mais que je peux m'approprier, en fait, moi, c'est le contraire de Nathalie. C'est-à-dire que Fitzgerald, quand j'ai traduit Gatsby, je ne l'avais pas relu depuis longtemps. Et je me suis aperçue j'ai découvert à quel point il m'avait influencé. Et notamment mon premier roman que j'avais écrit assez jeune et où je décrivais beaucoup de fêtes. Et évidemment que j'étais sous influence des nombreuses fêtes magnifiquement racontées par Fitzgerald dans Gatsby, mais dans d'autres de ses romans. Et quand je me suis colletée avec le texte original de Fitzgerald, je me suis dit, mais plus jamais je le ferai. C'est pas la peine. D'ailleurs, je vous dissuade, tous autant que vous êtes, si vous écrivez des romans, de raconter des fêtes. C'est bon, c'est fait. C'est-à-dire, on peut pas faire mieux. Donc, je me suis dit, mais quel culot j'avais eu. Il fallait vraiment que je sois inconsciente et que je me sois pas rendu compte à quel point je faisais du sous-Fitzgerald à ce moment-là. C'est inaccessible, enfin inégalable. Moi, je voulais dire que j'ai relu donc Mrs. Dalloway et Gatsby pour préparer cette interview, des textes que j'avais lus, j'avais 20 ans ou quelque chose comme ça. 2 textes qui pour moi étaient des textes majeurs dans mon esprit. C'est vraiment, je me souvenais du bonheur que j'avais éprouvé à les lire. Et en voyant vos traductions, j'ai retrouvé le même plaisir, mais magnifié, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus intense. C'est se replonger avec 30 ans de plus dans des textes qui vous ont marqué et en avoir une nouvelle vision au sens strict du terme, parce que moi j'ai toujours eu la flemme de lire en anglais, donc d'avoir quelqu'un qui m'en repropose une lecture, c'est un luxe inouï. Pour abonder dans votre sens, et je ne suis pas payée par Nathalie, c'est pas, mais moi j'avais lu Mrs. Dalloway, j'avais fait des cours sur Mrs. Dalloway parce qu'il était au programme de l'agrégation une année, j'avais même fait des cours avant en licence dessus. Et donc, je me flattais de connaître assez bien le roman. Et quand j'ai lu la traduction de Nathalie, j'ai eu l'impression de le lire pour la première fois. C'est une impression tout à coup de découvrir, comme si la traduction, parce que je travaillais toujours sur l'édition Folio quand je faisais mes cours, la traduction, comme si la traduction que j'avais lue, relue, étudiée, enseignée, m'avait dissimulé des pans entiers du roman, quoi. C'était sidérant. C'était voilà. Donc si vous l'avez lu dans une autre traduction, allez-y, quoi. Il ne faut pas se priver de lire le texte en plusieurs traductions. Je suis bien d'accord. Une dernière question. Bon, on va vous remercier infiniment, très chaleureusement.
La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival Le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023. Réalisation Radio avec Radio Plus et Radio Terre.